Moi, j'ai une entreprise la dernière fois qui m'a appelé à l'aide. En un clic, elle s'est fait voler 43 millions d'euros. Un des exemples les plus célèbres, c'est Camaïeu. Camaïeu, la cyberattaque par ransomware, c'est le coup de grâce, ils mettent la clé sous la porte. La chose qu'il faut retenir, c'est que la cybercriminalité, c'est pas que pour les grands groupes, ça arrive à tout le monde. On peut parfois travailler sur des phénomènes. On avait travaillé sur les fausses convocations. Et elle s'est dit, ah bah voilà, moi j'ai commis une infraction. Et elle a payé Combien ? Nous, face à l'ampleur de la menace qui a vraiment explosé, maintenant ce qu'on fait aussi beaucoup, parce que c'est faire passer un message aussi très fort en disant tu attaques la France, tu seras jugé en France, tu seras condamné en France et tu feras ta peine en France. Aujourd'hui, épisode rare et exceptionnel puisque nous recevons la vice-procureure du parquet de Paris qui avec son équipe fait les unes internationales et qui pourtant refuse tous les médias, ou presque. Dans leurs actualités, il y a l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, sur le sol français, qui avait fait du bruit dans le monde entier. Il y a plus récemment la perquisition dans les bureaux de X, anciennement Twitter. Et puis il y a aussi le démantèlement d'un réseau d'espionnage par des ressortissants chinois avec une antenne géante dans un jardin. Nous sommes aujourd'hui avec Johanna Brousse, vice-procureure et chef de la section de la lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, est-ce que tu peux te présenter en une phrase à nos auditeurs et auditrices ? Alors Johanna Brousse, je suis magistrate, vice-procureure plus exactement, et j'ai la chance de diriger la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. C'est drôle parce qu'en faisant nos recherches et tout, avant de te connaître, moi, Moldu, j'avais cette impression que la section qui va lutter contre la cybercriminalité, c'est soit des dizaines de rangées de petits génies à être sur leurs écrans, ou alors, en plus de ça, un groupe vraiment de magistrats en fin de carrière ultra expérimentés, qui vont connaître toutes les ficelles de la diplomatie, qui vont voir comment marcher sur des œufs et tout. Et en fait, dans cette section que tu diriges, vous êtes 6 magistrats. Alors on est 6 magistrats, mais on a la chance quand même, heureusement, d'être une équipe pluridisciplinaire. Donc on a 6 magistrats, mais on a également 2 assistants spécialisés, c'est nos geeks, si on puis qualifier ça ainsi. Et on a bien sûr le greffe, sans qui on ferait rien, et une attachée de justice qui nous aide pour tout ce qui est coopération pénale internationale. Donc on n'est pas nombreux, une petite dizaine. C'est vraiment pas nombreux du tout. C'est incroyable. 6 magistrats, tu me dis 2 geeks, donc 2 de vos geeks, tu m'as dit que c'était les assistants spécialisés, c'est ça ? Exactement. Donc c'est des personnes qui savent quoi, coder, regarder. Est-ce que c'est un peu l'image du hacker qu'on a ou pas du tout ? Alors ils vont être très forts par exemple en tout ce qui est suivi des crypto-monnaies, recherche aux int, voilà, ils sont techniquement de très haut niveau. Ok. Vous en saurez pas plus. Évidemment, on est sur une interview, évidemment, on va pas pouvoir explorer absolument tous les détails et tous les sujets, puisqu'il y a beaucoup de secrets de l'instruction, c'est ça en cours. Mais avant de plonger dans toutes ces cases et ces enquêtes que tu mènes, j'aimerais que tu nous dises un petit peu d'où tu viens, toi, Johanna. Alors moi, j'ai grandi dans une petite ville du 92, à Meudon, d'une famille tout à fait ordinaire. J'ai fait mes études au collège et lycée public, et puis après, je suis partie en fac de droit. Et j'ai passé les concours pour entrer à l'École nationale de la magistrature. T'es assez jeune, tu viens de fêter tes quoi ? T'es 41 ans ? T'es 40 ans ? 40 ans. 40 ans, c'est très jeune. T'es arrivé dans ta section de lutte contre la cybercriminalité, à quel âge ? Et vous étiez combien à cette époque-là ? À 32 ans, je dirais. T'es arrivé à 32 ans ? Voilà. Ok. Et à l'époque, on était 2. C'était une section qui venait d'être créée. Il y avait tout à construire, même en termes d'enquête, tout à défricher. Donc, un beau challenge. Vous étiez 2, maintenant vous êtes 6, plus 2 assistants, 4 greffiers. Il y a combien d'affaires en cours là que vous traitez ? Alors, le nom précis, je ne pourrais pas te le donner, mais chaque année, on a à peu près 500 affaires au titre de la compétence concurrente nationale. Donc ça veut dire qu'on va prendre les dossiers de cybercriminalité à Paris, mais la loi nous a aussi donné une compétence concurrente nationale qui nous permet de prendre n'importe quel dossier sur tout le territoire français. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement limité au ressort parisien, on peut prendre des dossiers de cybercriminalité à Marseille, à Bordeaux, à Tahiti, n'importe où sur le territoire français. Et on considère qu'une infraction est commise en France à partir du moment où on a une victime française. Donc ça peut être une victime personne physique ou personne morale. Ça, c'est la petite subtilité de la matière cyber. Donc, par exemple, je suis en Thaïlande. Oui. Je me fais hacker mon argent ou des données et tout. Tu as la possibilité de te saisir de cette affaire parce qu'en tant que Française, je suis une des victimes, mais je suis en Thaïlande ? Ça dépend. Si tu habites à plein temps en Thaïlande, que tous tes comptes sont là-bas et que tu t'es fait hacker par un hacker thaïlandais, je ne pourrais rien faire pour toi. Par contre, je suis en vacances. Tu es en vacances, je ne sais pas, tu es chez Gringotts
Et malheur, mail de phishing, on te dérobe tes identifiants pour se connecter à ton compte. Là, je vais être compétente. Évidemment, ça n'arrive pas chez Green Goat. Mais ok, très clair. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la cybercriminalité ? À partir de quand est-ce qu'on considère qu'un dossier, c'est de la cybercriminalité ? On n'a pas la même vision dans tous les pays. Nous, on considère, et ça a un peu évolué, avant on avait une vision extrêmement stricte, on considérait que pour qu'il y ait cybercriminalité, il fallait qu'il y ait une atteinte à un système de traitement automatisé de données. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des faits de piratage. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas ça, on n'était pas compétent. Les choses ont un peu évolué face à la technicité des modes opératoires et parce qu'il a fallu trouver des magistrats spécialisés pour faire face à de nouvelles formes de criminalité. Et donc, au fur et à mesure des lois, on a acquis des nouvelles compétences. Notamment en 2023, on a acquis une compétence pour tout ce qui est délit d'administration de plateformes illicites. Donc on va aller regarder sur les plateformes en ligne ce qui se passe. Et avec donc là, en effet, il n'y a pas de piratage, mais il y a des choses qui se font dans le domaine cyber qui sont illégales. Exactement. Et donc là, ils avaient besoin, le législateur a estimé qu'il fallait que ce soit des magistrats spécialisés qui aient cette compétence-là. Et donc, du coup, ça a été rattaché à la section cyber du parquet de Paris. Comment est-ce que vous avez acquis cette compétence ? Alors moi, avant d'arriver à J3, j'étais à la section P12 du parquet de Paris, donc c'est la permanence générale permanence criminelle. Donc je faisais pas du tout de cyber. Je faisais des homicides à 3h du matin, des viols, des trafics de stupéfiants, voilà, des choses comme ça. Puis effectivement, au bout d'un moment, Et donc là, tu es plus jeune que 32 ans, quand tu es à P12. T'as quel âge ? Je suis rentrée à la magistrature, j'ai 26-27 ans. Ok. Et ouais, ça use. Oui. Et tu as voulu sortir du coup de ça ? Et c'est toi qui as demandé à... Je suis allée voir François Molins, qui était le procureur de l'époque, et je lui ai demandé de me changer de section. Il y avait cette petite section. Je me suis dit, allez, c'est un pas très porteur à la cybercriminalité finalement. Ah non, mais à l'époque, c'était pas du tout porteur. À l'époque, on m'a regardé, on m'a dit, mais... tu veux t'enterrer ? Tu t'enterres. J'ai dit, non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que du coup, à l'époque, vous étiez que 2, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cybercriminalité, ou est-ce qu'on avait déjà un train de retard à cette époque-là ? Comment tu le perçois aujourd'hui ? Il n'y avait pas l'explosion du phénomène actuel, ça c'est une évidence. Est-ce que 2 c'était suffisant à l'époque ? Non, c'était déjà pas suffisant, mais c'était pas le même type de dossier non plus. Évidemment, il faudrait renforcer nos capacités, mais on s'est quand même étoffé au fur et à mesure que les modes opératoires ont évolué. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la criminalité, elle s'est digitalisée. Avant, on allait faire un braquage avec une arme de poing. Maintenant, parfois, il y a des braquages avec une arme de poing encore, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle les jackpotting. Les jackpotting, c'est quoi ? C'est tu vas la nuit tomber, tu as repéré un distributeur, tu perces un trou dans le distributeur, tu branches ton ordinateur et tu demandes au distributeur de se vider. Jackpot. Voilà. Et donc, tu fais plusieurs distributeurs dans la soirée. Je crois qu'un distributeur, ça peut contenir jusqu'à 150 000 €. Donc, tu as compris. Il y a beaucoup ça en France ? Ah, mais il y en a énormément. Tous les ans, on a des vagues. On appelle ça, alors on donne des noms, vague bleue, vague rose. Ah bon ? Voilà. Ok. Et comme les tempêtes, c'est drôle. C'est ça, ouais. Mais chaque dossier a un petit nom. Ça, c'est une règle d'or. Et d'or. votre taux de succès, de résolution de ce genre de jackpotting, cas ? alors il est assez bon, mais il est aussi à nuancer. C'est-à-dire qu'on va vraiment arriver à interpeller les équipes de manutentionnaires. C'est des équipes qui viennent de pays plutôt à l'est de l'Europe et elles vont écumer plein de pays. Mais c'est les équipes officielles de manutention qui en fait prennent l'argent ? Non, en fait, nous on qualifie ça de manutentionnaire parce que c'est elles qui font le trou dans le distributeur et qui branchent l'ordinateur. Par contre, après, tu as un hacker qui est resté dans un autre pays qui va prendre le contrôle de l'ordinateur à distance et c'est lui qui fait les manipulations. T'as les petites mains, mais t'as derrière le cerveau qui est plus loin. Ok. Et le cerveau, vous arrivez à l'attraper ? Alors c'est pour là où je suis un peu plus nuancée, c'est que ça c'est beaucoup plus dur. Voilà, lui il est pas dans notre pays, il va laisser moins de traces. Alors on arrive à remonter, mais pas dans tous les dossiers. Par contre, les équipes de manutentionnaires, c'est rare qu'on n'arrive pas à les interpeller. Ouais. Ah oui. Sur terrain, c'est plus facile. Tu as les caméras de surveillance, tu peux... Les caméras de surveillance, l'ADN, la téléphonie, c'est vraiment une enquête à l'ancienne. On va regarder toutes les traces qu'ils laissent. Et pourquoi est-ce qu'on prend tous ces faits ? Parce que c'est des équipes qui sont assez malines. Elles vont faire des faits de jackpotting partout en France. Un coup à Toulouse, un coup à Bordeaux, un coup à Metz. Et si tu centralises pas l'information, tu n'arrives pas à faire de recoupement. Sachant qu'en plus, elles ne vont pas rester en France. Elles vont un coup aller en Allemagne, un coup aller en Suisse. Donc il faut pouvoir non seulement mutualiser les informations en France, mais aussi avec les partenaires européens. D'où l'intérêt de centraliser tous ces dossiers à J3. On a un peu cette image avant, ou même actuellement via les séries, les films de cybercriminalité, qui est faite par une personne, un petit génie, une petite génie dans sa chambre et qui va pouvoir hacker, une banque, un casino, quoi que ce soit, et prendre beaucoup d'argent. Évidemment, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. On a reçu ici même, à ta place, Quentin Mug,
qui est un directeur d'Europol dans la section antidrogue, qui nous a du coup beaucoup appris sur les organisations aujourd'hui de blanchiment d'argent, les organisations qui sont en fait vraiment des véritables entreprises et même des banques en parallèle. Aujourd'hui, la cybercriminalité, quel est le profil un petit peu des personnes que vous arrêtez ? Est-ce que c'est des organisations type entreprise, presque, à l'autre bout du monde ? Est-ce que c'est encore des petits ados juste surdoués qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font ? C'est quoi le profil le plus récurrent ? T'as pas de profil. Il y a encore un petit génie dans sa chambre qui va pouvoir arriver à pirater la NASA. Ça, on l'a déjà eu. Okay. Avec la NASA ou avec un autre exemple ? Ouais, la NASA, on a déjà eu un Français. Ah ouais, un Français ? Ouais. Et alors, dans ces cas-là, il est recruté ? Alors non, il n'a pas été recruté, lui. Il est en prison ? Il n'est pas non plus en prison, mais voilà. On ne peut pas savoir où il est. Non, okay. Donc, on a quand même ce type de profil. Et puis après, bien sûr, on a des organisations criminelles beaucoup plus structurées. C'est le cas, par exemple, des ransomware. Un ransomware, c'est quoi ? C'est un logiciel malveillant qui va chiffrer tous tes ordinateurs. Donc, tous les serveurs de la société, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en échange... Chiffrer, c'est encrypté pour les gens qui ne connaissent pas ce mot. Ouais. C'est ça. Tout est bloqué, tu ne peux plus rien faire. Si je dis encrypté à mes ingénieurs, je pense qu'ils me tuent, mais pour le commun des mortels, ça veut dire encrypté. Voilà. Je te laisse faire la traduction. Oui. Et donc, le ransomware chiffre tout. Et pour obtenir la clé de déchiffrement, tu dois payer une rançon. Derrière ce type d'infraction, qui a frappé mais tout le monde, que ce soit les hôpitaux, on a beaucoup entendu parler des hôpitaux, des collectivités publiques, des entreprises, eh bien, généralement, tu as des groupes criminels organisés qui vont fonctionner comme dans une entreprise. C'est-à-dire que tu vas avoir le chef qui va développer son malware et qui va le proposer à des criminels qu'on va appeler les affiliés. Ce sont eux qui vont ensuite utiliser le ransomware pour mener les attaques. Et puis derrière, tu as des services qui vont être dédiés pour tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc c'est vraiment la division des tâches au sein d'une organisation criminelle, comme dans ce qu'on peut voir dans une société. On a même eu accès à des leaks de données, de mails qu'un groupe criminel de ransomware s'était échangé. Et dedans, tu voyais que quand il y en avait un qui n'avait pas le moral, il demandait au chef s'il ne pouvait pas avoir une psychologue. Voilà, donc ça fonctionne. Ok, un jour off, des congés. C'est ça, okay. Risques psychosociaux pris en compte par l'organisation criminelle. Donc ça, c'est... Et elles sont en France, ces organisations, ou c'est souvent quand même des organisations à l'étranger qui viennent sur le terrain ? Alors, elles sont souvent à l'étranger. Nous, on a fait des interpellations au Canada, en Ukraine, en Roumanie, on a même parfois en France. Enfin, c'est un peu partout. Quand tu fais des interpellations au Canada ou en Ukraine ou ailleurs, tu peux le faire parce qu'il y a une victime française, que ce soit une entreprise ou une personne. Et donc, ça te donne le mandat d'aller chercher, au-delà de nos frontières, ces personnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une demande d'entraide pénale internationale au Canada, par exemple. Et on doit obtenir l'accord des autorités canadiennes pour venir faire avec la police canadienne la perquisition, les auditions, et puis si c'est la bonne personne, après derrière... Donc toi, tu te déplaces, tu prends l'avion, tu vas... Ouais, okay. On se déplace. Et quand tu envoies cette demande au Canada ou à d'autres pays, comment ça s'organise exactement ? Est-ce que c'est rapide ? Est-ce qu'il faut passer par des voies diplomatiques ? Alors ça dépend. Tout ce qui est au niveau européen, tu peux l'envoyer en direct à ton collègue belge, par exemple. Tu lui envoies, tu as un annuaire, tu regardes et hop, tu lui envoies. C'est un mail. C'est un mail. Voilà, ça peut fonctionner très bien et très rapidement. Et puis quand c'est à l'international, là, ça doit transiter par ce qu'on appelle le Bureau d'entraide pénale internationale au ministère de la Justice. Et donc là, c'est autorité centrale à autorité centrale. Voilà, donc mais ça fonctionne aussi très bien. Ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est les services d'Eurojust. Eurojust, c'est quoi ? Ça se trouve à La Haye, c'est en face d'Europol. Okay. Et c'est l'agence de coopération judiciaire européenne. D'accord. Cette instance, c'est extraordinaire parce que ça te permet, par exemple, si tu as un dossier de ransomware qui a frappé la France, mais il a aussi frappé l'Italie, il a aussi frappé la Roumanie, eh bien, tous les procureurs vont pouvoir organiser une réunion à Eurojust, se mettre autour de la table, discuter d'une stratégie d'enquête, émettre, par exemple, des demandes d'entraide conjointes, signer parfois des équipes communes d'enquête. Ça veut dire que c'est comme un contrat qu'on signe et que le dossier de tous les pays autour de la table ne fait plus qu'un. Nous, on a fait nos plus beaux dossiers grâce à Eurojust. Et tu me parlais justement de ces affiliés, donc des personnes qui vont être sur le territoire ou pas, qui vont juste travailler dans ce genre d'entreprise cybercriminelle.
Où est-ce qu'ils vont les recruter? Je me souviens que j'ai lu quelque part de recrutement en prison ou même sur des sites de petites annonces. Alors oui, ça, c'était pas pour les auteurs de ransomware. On a des groupes criminels organisés, mais qui faisaient de la délinquance de droit commun, si je peux appuyer ça comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être des cambriolages, des bandes organisées, ok. enfin c'est des infractions vraiment de droit commun. Et qui cherchaient à muscler leurs équipes activité, ok. pour commettre d'autres infractions, notamment du vol de crypto-monnaies, et qui voulaient avoir dans leurs équipes des hackers. Et donc on a vu une organisation criminelle mettre une annonce recrute hacker recrute ingénieur informaticien pour 1 million d'euros. Voilà. On a aussi des hackers effectivement qui ont terminé en prison et qui ont rencontré d'autres criminels, se sont liés d'amitié et ont vu toute la potentialité d'avoir un hacker dans leurs organisations criminelles. Mais ça concerne plus de la criminalité organisée de droit commun que de la cybercriminalité au sens strict du terme. Le monde s'est tellement digitalisé que même pour faire passer des kilos de cocaïne, tu vas avoir besoin d'avoir au sein de ton équipe quelqu'un qui sait manipuler. Qui sait manier l'outil numérique pour passer la sécurité informatique des ports. Voilà. J'ai lu là récemment, j'en ai discuté notamment avec le FBI, qu'il y avait je crois que c'était au Mexique, un cartel de drogue qui avait piraté le téléphone d'un agent du FBI pour voir qui était leur source. Alors j'en ai discuté avec eux. Voilà, mais donc voilà, et, ça demande quand même je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce que j'avais lu, mais ça ne surprend plus personne en fait. Eux, ils ont fait leur transition digitale. Est-ce que la justice, elle, s'est donné les moyens de faire sa transition digitale aussi? Parce que tu vois, quand on voit que c'est une équipe finalement que de 6 personnes, est-ce que c'est comme ça, assez voulu de rester petit pour être très efficace? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore assez de moyens donnés pour traiter tous les cas? Et c'est exponentiel, j'imagine, les dossiers de cybercriminalité. Bon, bien sûr, il faudra que J3 soit renforcé. On est renforcé progressivement. Ça, c'est une des priorités de la procureure de Paris. Donc ça, on a vocation évidemment à s'étoffer. Ce qu'il faudrait peut-être, mais c'est pas à moi de le dire, mais ça sera au législateur. Il faudrait peut-être réfléchir à l'idée de permettre une co-saisine de J3 avec différents parquets. Avec le parquet national antiterroriste. Mais vous avez encore de la bande passante? Parce que moi, j'avais lu que vous aviez à peu près 2500 dossiers en cours, tu vois, dans un des articles qui parlait de vous, sur les échos et tout. Pour 6 personnes, j'ai l'impression qu'il faut co-saisine en plus. Il faut qu'on puisse être co-saisi dans des dossiers notamment d'importance pour pouvoir aider les collègues. Ça, Mais comment tu fais? T'as que 24 heures dans ta journée? Comment tu fais que plus? 24 heures, il y a des dossiers qui vont être prioritaires, c'est certain. D'accord. Voilà. Mais ça, tu as besoin de ressources spécialisées. Déjà, bien sûr qu'il faudra augmenter les effectifs, mais tu as besoin de ressources spécialisées qui puissent être au service de tout le monde. Tu sais combien ça représente en termes de coût, la cybercriminalité en France? Combien ça va nous coûter en tant que société? Alors, j'arrive pas à le savoir. À chaque fois, on lit des choses très alarmistes. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors, ça a un impact. Par exemple, moi, j'ai une entreprise, la dernière fois, qui m'a appelé à l'aide. En un clic, elle s'est fait voler 43 millions d'euros. Quand tu te fais voler 43 millions d'euros, ça a quand même un coût pour ton entreprise. Déjà financier, aussi en termes réputationnels. On a vu plein d'entreprises qui mettaient la clé sous la porte suite à une cyberattaque. Un des exemples les plus célèbres, il commence à dater, mais c'est Camaïeu. Camaïeu, la cyberattaque par ransomware, c'est le coup de grâce, ils mettent la clé sous la porte. Voilà, donc c'est... Attends, moi j'ai pas suivi cette histoire. Camaïeu, ils ont eu un... Camaïeu, ils étaient déjà en situation oui, ça je sais. difficile. Et alors à vérifier, mais je crois bien que c'est une cyberattaque qui... Donc un ransomware, donc on leur a demandé de l'argent voilà, pour... mais derrière, ça veut dire que tout est paralysé. Tu peux plus faire fonctionner ton entreprise. Moi, j'avais une entreprise, une grosse boîte française. Elle s'est pris un ransomware, elle perdait 6 millions d'euros par jour. Bah oui. La rançon, c'était de 5 millions. Au bout de 3 jours, ils ont payé. Nous, on dit qu'il ne faut pas payer, évidemment. Derrière, tu enrichis des organisations criminelles, tu leur donnes la possibilité de recruter des gens, de louer des infrastructures. Mais si ton entreprise, elle est complètement au point mort et que tu n'as pas de solution, les chefs d'entreprise, ils font ce calcul. Et ça va même beaucoup plus loin parce que maintenant, les entreprises, elles se sont préparées aux attaques par ransomware, elles sont en capacité de rebondir beaucoup plus vite. Mais les groupes criminels, donc elles payaient moins les rançons, mais ils se sont réorganisés, adaptés. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils pratiquent la double extorsion. C'est-à-dire que non seulement ils te chiffrent tes données, en plus, ils t'exfiltrent tes données. Et donc, même si tu arrives à remettre ton système informatique en marche, ils te disent, moi j'ai tes données, donc si tu ne payes pas la rançon, je les rends publiques. Et on a plein de chefs d'entreprise qui arrivent à sortir de la crise, mais qui ne veulent pas que les données, notamment de leurs clients, soient dans la nature.
et paye la rançon. Nous, on a lu que ça coûtait 100 milliards d'euros. La Ouais, j'ai lu société la même chose, je sais rien. française. Donc, en gros, pourquoi est-ce que ça pourrait coûter 100 milliards ? Évidemment avec les rançons, mais aussi avec tout ce que ça implique d'être à l'arrêt. Un hôpital à l'arrêt, une usine à l'arrêt, une entreprise à l'arrêt. 100 milliards, pour donner un peu un ordre de grandeur à nos auditeurs et auditrices, c'est 4% du PIB français, et c'est l'équivalent de 10 fois le budget de la justice. Donc c'est quand même des montants qui sont assez extraordinaires. Et tu parlais de 43 millions en un seul ransomware. J'ai l'impression qu'un peu la criminalité d'autrefois, il fallait s'attaquer à un gros truc pour pouvoir faire un casse de 43 millions d'euros. Alors c'est certain que demain, quelqu'un vole 43 millions dans une bijouterie ou ça fait la une partout. C'est énorme. Personne ne l'a su. Bah oui. Voilà. Et on tient à ça. C'est tout à votre honneur. L'enquête, quand vous avez une victime qui vient, du coup, et qui vous dit qu'il y a un ransomware, vous commencez par quoi ? C'est quoi le point de départ ? Parce que toi, en tant que magistrat, tu diriges l'enquête, c'est ça, hein ? Alors, le procureur, c'est lui qui va décider quel service d'enquête il va saisir. C'est un peu le chef d'orchestre, si tu veux. Il va donner les autorisations aux enquêteurs de pouvoir réaliser certains actes, il va leur demander je sais pas, creuser tel ou tel aspect. C'est lui qui va décider ensuite l'orientation du dossier. Est-ce que le dossier est en état, on renvoie la personne devant le tribunal ? Est-ce que là, dans ce cas de figure, il vaut mieux saisir un juge d'instruction parce que tu veux faire des mandats, parce que des mandats d'arrêt, parce que l'enquête elle va être au long cours et que tu as besoin qu'un collègue puisse prendre le relais. Tu vois, c'est ça que tu décides en tant que procureur. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que de toute façon, on ne travaille jamais seul. C'est très important ça. Tu ne travailles jamais seul. Bien sûr, tu travailles avec tes collègues de l'instruction, tes collègues du tribunal quand ils vont juger les dossiers, les juges des enfants, la police, la gendarmerie, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que si tu veux être fort dans la lutte contre la cybercriminalité, il faut comprendre qu'il faut construire des ponts. Ça veut dire sortir de ton cercle naturel police-justice, aller voir les sociétés privées, par exemple les sociétés de remédiation, qui vont être les premières à intervenir aux côtés des victimes. Elles vont collecter des éléments de preuve, donc tu peux les récupérer. Tu peux nous expliquer ce que c'est une société de remédiation pour les personnes qui ne savent pas ? Par exemple, tu subis une attaque. Toi, il est nécessaire pour toi de comprendre d'où vient l'attaque et de remettre ton système en route. Tu vas te faire assister pour ça d'une entreprise qui est spécialisée en cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais oui, c'est très clair. Mais du coup, ces primo-intervenants, ils vont aussi collecter des informations. Donc, t'as un intérêt... C'est les premiers sur la scène de crime, finalement. Exactement. Donc, ils vont pouvoir te dire, là, on a récupéré cet ADN, là, la porte, elle est comme ça. Okay. Alors là, c'est plutôt des adresses IP et des choses comme ça, mais évidemment, c'est l'idée. C'était la comparaison avec la scène de crime. Okay. Nous, on travaille beaucoup avec une société qui s'appelle Sequoia, qui nous a aidé à construire des dossiers. Notamment, on a beaucoup parlé du dossier PlugX. Le PlugX, c'était quoi ? C'était un botnet. Alors, un botnet, c'est un réseau de machines compromis. Un réseau de machines compromis ? Ouais. Exactement. Ça veut dire quoi ? Je vulgarise, hein. Mais tu trouves que ton ordinateur, il n'est pas très performant, peut-être que tu es infecté, qu'il fait partie d'un botnet. Donc, cette société, elle avait mis la main sur un serveur qui nous permettait de désinfecter tout le réseau de botnet. Et donc, elle est venue nous voir en disant, on a ça. Et donc, on a monté un dossier avec eux. Et c'était un botnet qui était utilisé par la Chine pour faire des activités d'espionnage. Donc, avec eux, grâce à eux, on a réussi à faire des opérations de désinfection. Voilà, donc donc c'est comme si, je sais pas, Quentin qui est derrière, là, il a son ordinateur qui est un peu lent, et en fait, il se rend compte qu'il y a 20% de son ordinateur qui est utilisé. On peut dire ça. Okay. C'est un peu plus complexe, mais oui. Donc ça peut arriver à tout le monde. Tout peut arriver à tout le monde. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir, c'est que la cybercriminalité, c'est pas que pour les grands groupes, ça arrive à tout le monde. Il y a différents niveaux. Il y a la cybercriminalité effectivement du haut du spectre, mais il y a la cybercriminalité du quotidien. Qui n'a jamais reçu un mail de phishing voilà. Et derrière, il y a une incidence réelle. C'est incroyable. Nous, en tant qu'établissement de paiement, donc on fournit des comptes de paiement, de l'investissement, des cartes à nos clients, et on voit qu'en ce moment, dans l'industrie bancaire, le nombre de phishing et même d'arnaques qui vont encore plus loin, c'est absolument incroyable. Et j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, il y a 4 internautes sur 10 qui se sont fait arnaquer en ligne sur les 12 derniers mois. Ça ne m'étonne pas du tout. Non. Ça ne m'étonne pas du tout, hélas. Mais donc nous, évidemment, on ne prend pas tout le phishing en France. On peut parfois travailler sur des phénomènes. Par exemple, on avait travaillé sur les fausses convocations.
Les fausses convocations, t'en as peut-être reçu, tout le monde en a reçu. Ça a touché un peu tous les Français. Donc ça a une apparence très légitime. T'as l'impression que t'as reçu une convocation en justice. C'est avec le sigle, je sais pas, ça peut être le parquet de Paris, brigade de protection des mineurs. Et on te dit que t'as été consulter des images pédopornographiques et que si tu payes pas telle somme, t'es renvoyé devant le tribunal. Alors, ça a très bien marché en fait. Les gens ont eu peur. Ils savaient pas trop ce qu'ils recevaient. Et ils ont payé. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient commis quoi que ce soit. Hein. J'avais reçu un courrier d'une dame assez âgée qui m'avait expliqué qu'elle avait reçu cette convocation, mais je ne sais pas, un jour avant, elle avait regardé le film 50 nuances de Grey. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire bondage. Donc elle avait été regarder ce que ça voulait dire bondage sur Google. Et elle s'est dit, ah bah voilà, moi j'ai commis une infraction. Et elle a payé 80 000 euros. Combien ? 80 000 euros. 80 000 euros. 80 000 euros. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Ça fait beaucoup de zéros pour montage, en tout cas. Mais donc, tu vois, les gens, ils comprennent pas forcément ce qu'ils reçoivent et on arrive dans des situations dramatiques. C'est aussi ce qui s'est passé avec... Alors, nous, on n'est pas en charge de ce dossier, mais Anne de Brad Pitt. Je pensais exactement à ça. Elle a été la risée de beaucoup d'internautes, mais en même temps, moi, son cas, ça m'émeut parce que ouais, c'est ça, ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Et après là, ça exploite d'autres biais cognitifs et d'autres ficelles psychologiques humaines qui sont... Beaucoup de gens ont très peur avec les deepfakes, avec l'IA, mais j'ai envie de te dire, juste des montages presque découpés au ciseau, ça touche les mêmes choses et ça va déclencher pour des personnalités plus ou moins... C'est un moment de ta vie où tu es dans une période de vulnérabilité et voilà, on arrive à des drames parce que derrière, c'est pas simplement des pertes financières. Il y en a qui ont perdu toutes les économies d'une vie. Donc c'est... Voilà. Et puis il y a même des gens qui se sont suicidés. Parce qu'ils ont reçu ça, elles ont laissé des lettres en disant que leur honneur était atteint, qu'elles ne s'en remettraient pas. Et je pense sincèrement qu'elles n'avaient pas rien fait. Vous êtes assez connue à la J3 pour tout votre travail sur les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours, mais de ce qu'on peut dire, parce que c'est déjà été communiqué donc par le parquet de Paris, c'est que vous avez des enquêtes en cours sur le réseau social qui s'appelle coco.gg. Vous avez évidemment aussi une enquête en cours sur TikTok. Il y a une enquête qui est toujours en cours, mais qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'enquête sur Telegram et son fondateur, Pavel Durov, et son arrestation, quand il est descendu de son jet au Bourget à Paris en 2024. Alors effectivement, à la section cyber, on a une compétence nationale pour tout ce qui est délit d'administration de plateforme. À ce titre-là, on a été saisi d'un certain nombre d'enquêtes. Donc, comme tu l'as dit, l'enquête Coco, qui a l'instruction... Coco, c'est quoi, par exemple ? Alors, on a beaucoup entendu parler de Coco, notamment dans le procès des viols de Mazan, parce que c'était la plateforme utilisée par Dominique Pellicot pour recruter les violeurs de sa femme, Gisèle Pellicot. C'est une plateforme qui a été aussi utilisée pour commettre beaucoup d'autres infractions. Il y a beaucoup de donc, c'est une plateforme de messagerie ? Oui, c'est ça. Tu avais des salons de discussion, voilà. Okay. C'est une messagerie un peu élaborée. Et donc, du coup, quand on a constaté qu'il y avait des infractions dessus, on a ouvert une enquête. Donc, tu as cette enquête-là. On a effectivement été saisi par des députés sur le fondement de l'article 40 d'un signalement concernant la plateforme TikTok. On a également... Et c'est quoi cet article du 40 ? C'est ce qui permet aux autorités de faire des signalements à la justice. Là, ça faisait suite à la commission parlementaire sur TikTok et à l'issue de leur commission et du rapport qu'ils ont établi, ils ont saisi la justice pour dénoncer un certain nombre d'infractions. Donc il y a une enquête qui est ouverte. Ça ne veut pas dire que les faits sont constitués, ça veut dire que la justice enquête pour vérifier si des infractions ont été commises ou non. Il n'y a que les députés qui pouvaient... Non, tu pouvais n'importe qui. Moi, j'aurais pu, par exemple, porter plainte. On dit porter plainte ? Là, c'est vraiment... Toi, si tu es victime d'une infraction, tu vas porter plainte. Là, c'est... L'article 40, ça permet, c'est même une obligation, c'est pas une possibilité. Normalement, tu es une institution publique, tu as connaissance d'une infraction, tu as l'obligation d'informer le procureur de la République. Voilà. Donc, on a été saisi de cette enquête-là. Comme tu l'as dit également, on a ouvert une enquête contre la plateforme Telegram. Son fondateur, Pavel Durov, a été mis en examen et on a une instruction qui se poursuit dans le cadre de ce dossier. Voilà. Et c'est quoi l'outil justement pour pouvoir aller arrêter ces personnes qui sont finalement les dirigeants et dirigeantes de ces plateformes ? C'est un mandat d'arrêt international ? C'est quoi exactement la terminologie juste ? Quand tu veux
arrêter quelqu'un qui ne se trouve pas sur le territoire national, la justice peut délivrer ce qu'on appelle un mandat d'arrêt international. Donc là, ça veut dire que ton mandat d'arrêt, il est diffusé partout dans le monde ou à une liste de pays que tu as préalablement définie. Quand tu veux arrêter une personne en France, tu peux prendre ce qu'on appelle un mandat de recherche. Voilà. Et dans le cas de Pavel Durov, il est citoyen français, il me semble. Donc l'outil utilisé, c'est le mandat d'arrêt international, parce qu'il est citoyen russe et français. Alors, c'est vrai que moi, je ne vais pas du tout commenter cette enquête parce qu'elle est en cours et l'instruction va devoir se poursuivre de manière sereine. D'une façon générale, tes mandats que tu peux émettre, tu les émets indépendamment de la nationalité de la personne concernée. Voilà, c'est plutôt le lieu où elle se trouve. Okay. Si elles sont à l'étranger, tu vas prendre un mandat d'arrêt international. Donc là, c'est une autorité, ça va être une autorité judiciaire indépendante au sens de la CEDH qui doit prendre ce mandat. Donc ça va être le juge d'instruction. Et lorsqu'il est sur le territoire français, le procureur ou le juge d'instruction peut faire ce qu'on appelle un mandat de recherche. Mais ça, c'est son lieu de situation géographique, plus que sa nationalité. C'est ces outils-là qui permettent d'atteindre ces gens qui semblent, en tout cas, hors de portée ? Bien sûr, nous, on sait régulièrement que l'on va ouvrir des informations judiciaires et prendre des réquisitions de mandat d'arrêt. Ça, c'est très clair, on le fait régulièrement et on a beaucoup de ressortissants étrangers qui vont ensuite, sur la base de ces mandats, être extradés en France. Sans ça, tu ne peux pas aller chercher des criminels à l'autre bout du monde. Voilà. J'ai l'impression que dans ces sujets de plateforme qui sont quand même extrêmement passionnants aujourd'hui et qui prennent une ampleur dans nos vies qui est folle, on a shifté un peu le sujet d'un discours des personnes qui ont créé ces entreprises à « je ne suis qu'un messager » et finalement je suis là que pour construire cette maison dans laquelle les gens vont échanger et je ne suis pas responsable de ce que les gens vont dire ou échanger, à la justice qui essaye de mettre le curseur sur le fait que ces personnes qui l'ont créé vont être responsables de ce qui va être dit sur cette plateforme. Est-ce que c'est ça l'ambition aujourd'hui de la justice ? Alors nous, au niveau judiciaire, en tant que magistrat, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la loi. Donc si on a un texte et qu'on constate une infraction, on va appliquer le texte. Et dans ce cadre-là, en 2023, c'est ce que je t'expliquais, le législateur est intervenu pour créer ce qu'on appelle le délit d'administration de plateforme illicite, ce qui permet d'ouvrir des enquêtes sur ce fondement-là pour vérifier si ce texte est respecté ou pas. Et c'est-à-dire si les obligations à la charge des plateformes et de leurs dirigeants ont été respectées ou si elles ne l'ont pas été. Voilà. Okay. Et tu peux m'en dire plus sur les obligations, justement ? Alors, il y a plusieurs obligations, ça c'est très technique, mais voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on se borne à appliquer la loi. On n'est pas des justiciers, des militants. On a un texte et on l'applique. Fin de l'histoire. Et le texte, il est au niveau européen ou français ? C'est un texte français qui se trouve dans le code pénal. Voilà. Okay. Alors, Telegram, c'est une affaire en cours, donc on sent que tu cherches beaucoup plus. Je fais très attention parce que évidemment, déjà, nous, on est soumis au secret de l'instruction. Et puis, en tant que magistrat, tu as des obligations déontologiques à respecter. Qui sont parfaitement entendables et normales. Et chaque personne, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable par une juridiction, est présumée innocente. Évidemment. Et ça, pour moi, c'est des valeurs très importantes. Et on est très heureuse que la justice française les porte. Il y a une affaire qui est classée aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est Sky ICC. Alors, elle n'est pas classée. Ah, mince. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est que l'instruction, elle est terminée. L'instruction est terminée, ok. Et que des personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale pour toute une série de faits. Donc ça veut dire que là, t'as plus d'enquête. Est-ce que tu peux nous donner le contexte de Sky ICC ? Alors, Sky ICC, c'était des téléphones chiffrés, spécialement créés pour pouvoir être confidentiels. La particularité, c'est qu'en fait, ces téléphones, ils ont été vendus à des organisations criminelles. On est sur une question de comment échapper à la police, à la gendarmerie et pouvoir continuer des activités criminelles. C'est ça la particularité de ce dossier. Et donc ces téléphones chiffrés, effectivement, la police ne pouvait pas les intercepter, sauf que la société qui était canadienne avait mis ses serveurs en France et que dans le cadre d'une opération européenne,
avec la Belgique et les Pays-Bas. Les serveurs français ont été hackés et on a pu avoir accès à tous les messages que les organisations criminelles s'échangeaient entre eux. Quand on parle d'organisations criminelles, on parle des plus grandes mafias, narcotrafiquants du monde entier. C'est avec la donnée qu'on a récupérée, on a pu envoyer ce qu'on appelle des country packages à différents pays pour qu'ils aillent arrêter des gens et monter des dossiers, que ce soit au Brésil, que ce soit dans les Balkans, enfin partout dans le monde. Quentin Mug, justement, le commandant de police qui est venu dans ce podcast aussi, nous a beaucoup raconté cet épisode du SkyCC, donc je vous encourage à aller regarder si ça vous intéresse. Toi, la section J3, dans ce genre d'enquête, qu'est-ce qu'elle fait concrètement et comment est-ce qu'elle amène son appui aux enquêteurs? En fait, ce dossier, à la base, il a été initié par les collègues de Lille, qui avaient fait un travail remarquable, mais ils avaient déjà à l'époque un autre dossier similaire qui était EncroChat. Ils n'avaient plus du tout de capacité d'absorption. Donc on a été les voir. Les collègues de Lille? Ouais, de Lille. Parce que tu parles du Brésil, du Canada et tout, et à la fin, ça arrive à Lille? À Lille, parce que la société qui hébergeait les données avait ses serveurs sur le ressort de la... D'accord. De la GIRS de Lille, exactement. Ils auraient pris ça dans la Creuse, ça aurait été dans la Creuse. Ça aurait été sur le ressort du tribunal de la Creuse, ok. Compétent. Très bien. Et donc, du coup, on a été les voir, comme nous, on avait une compétence nationale, et ils nous ont dit, écoutez, là, on n'est plus en capacité d'absorber ce nouveau dossier, donc il sera mieux traité si Paris récupère le dossier. Donc, on a récupéré le dossier. Des juges d'instruction ont été saisis, et puis on a continué à mener cette enquête avec la Belgique et les Pays-Bas. Est-ce que tu vois, avec les actions que vous menez depuis quelques années, des changements? Par exemple, j'ai lu ça dans la presse, si on revient sur le sujet de Telegram, que quelques semaines après avoir été du coup arrêté et donc gardé en garde à vue, 3 jours il me semble, ou 4 jours, Pavel Durov, donc son dirigeant, quelques semaines après, il se trouve que les conditions générales d'utilisation de Telegram ont changé et il y a eu une plus grosse propension de l'équipe Telegram à parler à la justice. Évidemment, officiellement, Telegram n'a jamais infirmé ou affirmé ce lien. Mais est-ce qu'en général, est-ce que vous voyez que votre proactivité sur des sujets comme ça, de plateforme ou contre la cybercriminalité, est-ce que vous voyez déjà qu'il y a eu une propension chez les plateformes, par exemple, à être plus encline à regarder les textes de loi et à plus les respecter? Alors, je ne vais pas du tout répondre sur Telegram parce que l'enquête est en cours. La seule chose que je peux dire, c'est que maintenant, Telegram répond aux réquisitions. Lorsqu'on a besoin de savoir et d'obtenir des éléments pour les enquêtes, on arrive à les obtenir. Donc, évidemment, on se félicite de cette coopération. Et de toute façon, n'importe quelle plateforme qui émet sur le territoire français a des obligations à respecter. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un avant-après? Est-ce qu'ils répondent plus ou pas? Ou est-ce qu'ils ont toujours été tout le temps très réceptifs? Ou est-ce que... les plateformes? Ouais. Est-ce que tu as vu un changement? Il y a des plateformes qui ont toujours très bien coopéré. Il y a d'autres plateformes qui coopèrent moins. Voilà, tout n'est pas linéaire. Il y a un autre sujet qui a été chaud. J'adore parce qu'on va continuer à marcher sur des œufs ensemble. Tiens, je vais répondre à rien. On parlera des espions chinois après. Donc là, tu m'as confirmé a priori que les enquêtes étaient closes. Donc on pourra en parler. Mais un des sujets qui a été très chaud en ce moment de la section J3, c'est la récente perquisition dans les bureaux de X, anciennement Twitter. On ne va pas du tout commenter ça, évidemment, parce que c'est très chaud. Mais en général, moi, c'est une question que je me pose très sincèrement. Tu vas perquisitionner des bureaux. Qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre, j'imagine, des ordinateurs? Mais est-ce que tu as tous les accès aux ordinateurs? Est-ce que c'est légal de demander les accès? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas prendre? Lorsqu'on fait une perquisition, on va rechercher les traces et indices qui vont nous permettre de matérialiser la commission des faits ou, inversement, de dédouaner une personne qui aurait pu être suspectée. Voilà, on enquête toujours à charge et à décharge, donc on va en perquisition,
Ça dépend. Par exemple, si tu cherches des personnes qui sont soupçonnées d'avoir volé des crypto-monnaies, tu vas chercher des supports comme des clés Ledger sur lesquels ils auraient pu stocker des crypto-monnaies. Tu vas essayer de saisir leur téléphone portable, leurs ordinateurs, pour voir si tu retrouves les traces de l'attaque, des conversations que les délinquants auraient pu échanger entre eux. Donc, selon le type d'infraction, tu ne recherches pas la même chose. Mais tu vois, le type d'infraction de vol, crime et tout, j'entends parfaitement ce que tu vas chercher dans une perquisition. Mais pour une plateforme où on est là à se dire que potentiellement l'algorithme, il n'est pas ce qu'il dit qu'il est, comment tu penses pouvoir prouver que c'est vrai ou pas en allant perquisitionner des bureaux ? Alors, je ne vais pas du tout répondre à cette question puisque c'est un dossier qui est en cours et l'enquête doit se poursuivre de manière sereine. Ok, très bien, c'est très clair. On pourra te réinviter dans 1 an ou dans 10 ans, je ne sais pas quelle est la timeline pour ce genre. Comment ? Non, mais c'est un dossier qui prend du temps parce que les enjeux sont importants, parce que... Très important. Voilà, donc l'enquête doit se poursuivre sereinement. Ouais. Très bien. J'ai lu que pour faire vos perquisitions, vous avez des e-dogs. C'est quoi des e-dogs ? Alors, on a un chien, pour l'instant, un seul, qui a été dressé... Un vrai chien ? Un vrai chien. Ok. Qui a été Snatch, il s'appelle, qui a été dressé par la gendarmerie pour détecter les composants informatiques. Par exemple, il peut détecter la colle spécifique dans un ordinateur ou un composant qu'on trouve dans les ordinateurs et il va flairer par exemple une pièce pour essayer de découvrir l'endroit où on aurait pu cacher un ordinateur, un téléphone. Donc voilà. Quoi, un faux mur et derrière en fait, tu as une salle avec des serveurs ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ok. Il est dressé pour détecter toutes sortes de composants informatiques et nous permettre de retrouver les traces et les preuves. Ça peut être aussi des clés Ledger, des choses comme ça. Donc non, c'est très utile. Bon, pour l'instant, on l'a emmené que sur une perquisition. Ça a marché ? On n'a pas trouvé de pièces secrètes, si c'est ça la question. Mais est-ce que Snatch a été efficace ? Pour une première perquisition, on était content de l'avoir. D'accord. Voilà. On embrasse Snatch. Voilà. Mais ça, c'est bien quand même de pouvoir avoir ce type de ressources à notre disposition. Nous, c'était pas quelque chose de très naturel. La première fois qu'on a vu les e-dogs, c'était le FBI qui était venu sur une perquisition avec leurs chiens. On s'était un peu regardé en se demandant ce qu'ils allaient bien pouvoir trouver. On n'était pas là à chercher des stupéfiants. Enfin, on était assez interloqués. Puis on s'est rendu compte qu'au final, ils étaient quand même assez doués. Et la gendarmerie est revenue de la perquisition avec l'idée qu'il nous fallait, nous aussi, un e-dog. Et voilà, on a eu un e-dog. Donc ça se passe comme ça. Est-ce que la France est précurseur dans tous ces enjeux de cybercriminalité, ou est-ce que dans l'ensemble, nos voisins en tout cas américains, ou d'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous ? Non, on se débrouille et on se défend bien. Après, chacun a des compétences particulières. Et c'est ça l'intérêt de travailler en équipe et de faire des équipes communes d'enquête avec d'autres pays. C'est que chacun va pouvoir valoriser les compétences qu'il a, et ce ne sera pas forcément les mêmes, et les mettre au service de l'enquête. Moi, je crois beaucoup à ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, construire des ponts. Je parlais des ponts avec le privé, mais c'est des ponts avec les autres États. C'est des ponts avec les autres institutions françaises, que ce soit l'ANSSI, les services de renseignement, le Quai d'Orsay, le MINARD. Il faut vraiment aller voir tous ceux qui ont de la ressource cyber, parce qu'on n'a pas la capacité de faire tout seul, et on est plus efficace tous ensemble. Donc que ça soit en France ou à l'international, on cultive ça. Il y a des pays avec qui on ne collabore pas du tout, ou avec qui on n'a pas du tout envie de collaborer, ou qui n'ont pas du tout envie de collaborer avec nous ? Moi, je ne me mets pas de frein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi m'autorise à envoyer des demandes d'entraide, j'envoie des demandes d'entraide, avec plus ou moins de succès. Après, il y a certains pays où il n'y a plus de coopération internationale. La coopération a été suspendue. Par exemple, avec la Russie, la coopération a été suspendue. Donc, on ne fait plus de demandes d'entraide à la Russie. Mais dans le passé, j'ai déjà envoyé des demandes d'entraide avec beaucoup de succès en Russie. Je suis même allée faire des perquisitions en Russie. Mais ça, c'était quand il y avait... avant quoi ? Ouais, quand il y avait encore une coopération qui était possible. Tu parlais d'un autre dossier qui, pour le coup, est fini, sur des espions chinois, donc 4 ressortissants chinois qui ont été extradés parce qu'ils avaient planté une très grosse antenne dans leur jardin, dans un jardin à Paris, pour espionner. C'est ça ? Alors, c'est presque ça. Le dossier... Donne-nous un peu de contexte. Il commence. Ils ont été arrêtés
Donc comme ça a été confirmé par le parquet de Paris, on a ouvert une information judiciaire suite à l'arrestation de 4 ressortissants chinois que l'on soupçonne d'avoir installé une antenne géante dans un jardin à des fins de captation des fréquences satellitaires. Voilà. Donc ils ont été interpellés, ils restent présumés innocents à ce stade, ils ont été mis en examen, 2 d'entre eux sont en détention provisoire et les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Voilà. Mais de façon plus générale, ce qu'on peut dire, parce que là je n'ai pas commenté ce dossier non plus, mais ce qu'on peut dire c'est qu'on est très vigilant dans des dossiers d'espionnage, on sait que c'est une réalité. En 2024, on avait jugé notamment un salarié de Veolia qui avait exfiltré massivement des données sensibles de l'entreprise et qui s'apprêtait à repartir en Chine avec ces données. Il a été condamné pour ces faits-là. On sait très bien que c'est une problématique qui est réelle et elle est très identifiée. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a créé une circonstance aggravante. Donc c'est l'appel PPL Sacha Houlier qui a créé une circonstance aggravante d'ingérence étrangère. Voilà, pour certains types d'infractions, pour pouvoir appréhender ce type notamment de comportement. Pas que ce type de comportement, mais aussi cela. Est-ce qu'il y a un cas justement d'espionnage qui aujourd'hui est clos et dont tu peux partager les détails, ou est-ce qu'ils sont tous en cours ? Alors il y a beaucoup de dossiers sensibles qui sont en cours. Là, il y avait ce cas de ce salarié de Veolia qui a été jugé et condamné. Il y a un autre dossier qui est beaucoup plus ancien, mais c'est un beau dossier qu'on a monté en coopération avec les autorités américaines, où des groupes américains et français avaient fait l'objet d'espionnage. Donc c'est un dossier de la DGSI, et il y a des ressortissants chinois qui avaient été arrêtés, qui ont été extradés aux États-Unis. Et donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle une dénonciation officielle, donc en accord avec les États-Unis, pour leur transmettre notre dossier, dans lequel on avait énormément d'éléments de preuve, pour qu'ils soient joints à l'enquête américaine et que les auteurs des faits soient jugés aussi pour les faits français. Voilà. Donc ça, ils n'ont pas été jugés en France. Ils n'ont pas été jugés en France, ils ont été jugés aux États-Unis, mais grâce aux éléments de preuve français. Donc ça, la coopération internationale, c'est très puissant, on fait beaucoup de choses. Voilà. Okay. Est-ce qu'on referait les choses aujourd'hui de la même façon ? Je ne sais pas. Là, c'était vraiment un très beau dossier de coopération. Nous, face à l'ampleur de la menace qui a vraiment explosé, maintenant, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on coopère, on donne les éléments de preuve, mais on ne fait pas de dénonciation officielle. Et on attend qu'il ait terminé de purger sa peine pour juger dans le pays, ensuite. Pour juger ensuite en France, parce que c'est faire passer un message aussi très fort en disant « tu attaques la France ». Tu seras jugé en France, tu seras condamné en France et tu feras ta peine en France. C'est pour nous important parce que ça permet déjà que la justice française puisse passer, et surtout c'est un effet dissuasif. Du coup, s'il est condamné aux États-Unis et qu'il a une peine de, 40 ans aux États-Unis, il faut attendre qu'il ait fait sa peine de 40 ans aux États-Unis avant de revenir en France pour être jugé et faire sa peine en France ? Tout à fait. Mais on a plein de cas où ils n'ont pas été condamnés à 40 ans, ils ont été condamnés à des peines plus inférieures. Et notamment, j'ai un dossier en tête où il a terminé sa peine. Alors, ce n'est pas un dossier d'espionnage, mais c'est un dossier extrêmement sensible pour la section cyber. Et on attend qu'il soit remis maintenant aux autorités françaises. Parce que vous n'avez pas fait de dénonciation et du coup, Exactement. Très bien. On n'a pas fait de dénonciation officielle et donc il n'a été jugé que pour une partie des faits aux États-Unis. Est-ce que c'est beaucoup de lanceurs d'alerte qui vont vous dire « attention, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose » ou est-ce que c'est des systèmes d'alarme et de vérification de l'entreprise qui vont faire sonner des choses et qui vont dire « ok, là, il y a quelqu'un qui fait des choses pas bien, du coup, je vais le dire à la police ». On a besoin que les entreprises, elles nous fassent confiance quand elles détectent quelque chose au sein de leur entreprise et qu'elles viennent nous voir. Et surtout qu'elles viennent nous voir rapidement. Parce que si elles ne prennent pas attache avec nous suffisamment tôt, on va devoir agir dans l'urgence. Et parfois, c'est bien d'avoir du temps. On peut mettre en place des techniques spéciales d'enquête, on peut faire des écoutes, on peut faire de la captation. La captation, ça veut dire qu'on va hacker des serveurs, des téléphones pour voir ce qui se passe. Et si on travaille dans la précipitation, c'est-à-dire qu'on nous prévient à la dernière minute et que là, on n'a plus le choix, il faut aller interpeller l'auteur des faits avant qu'il prenne la fuite, on se prive de toutes ces techniques spéciales d'enquête. Et donc forcément, l'enquête, elle va être beaucoup moins puissante derrière. Donc il faut qu'on ait la confiance des victimes, qu'elles se disent qu'elles peuvent venir en sécurité
parler au procureur, et surtout que c'est pas compliqué, parce qu'en fait, l'autre souci, alors déjà, il faut qu'elles nous fassent confiance, et surtout qu'elles sachent qu'elles ont un accès direct. Nous, on a une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il suffit de nous envoyer un mail pour déposer plainte. Il n'y a pas besoin d'aller passer 3 heures au commissariat ou à la gendarmerie. C'était exactement ma question. Genre, comment est-ce que, un mail. Si en tant qu'entreprise, Oui. Un mail. Alors après, évidemment, c'est ce que je dis, ça fonctionne parce qu'on va prendre que les infractions les plus graves. Oui. Il ne faut pas que... C'était une petite entreprise. On surcharge la boîte de permanence parce qu'on a reçu un mail de phishing. Ça, c'est pas possible. Tu sais à peu près quelle est la proportion, à toi, tu l'évalues à combien la proportion d'entreprises qui viennent pas vous voir? On ne sait pas. Le chiffre noir, je pense qu'il est très élevé. Tu penses que c'est plus de 50%? Aucune idée. Mais alors, aucune idée. Mais on sait qu'il est très élevé déjà parce que la CNIL a l'obligation de nous signaler les faits dont elle est saisie. Donc, c'est le fameux article 40. Et elle nous envoie des articles 40 toutes les semaines. Et il y a plein de faits pour lesquels on n'a pas de plainte. Ok. Mais du coup, la CNIL peut évaluer, enfin, peut voir toutes les... Non, elle n'a pas moyen de savoir tout ce qui se passe. La CNIL, en fait, quand tu as par exemple, quand tu as une fuite de données, tu dois faire un signalement à la CNIL. C'est une obligation. Si tu ne le fais pas, c'est une infraction CNIL déjà, et puis surtout, la CNIL peut prononcer des sanctions. Okay. Donc, certaines entreprises vont faire parfaitement le signalement CNIL, mais ne vont pas faire le dépôt de plainte. Parce que le dépôt de plainte, il n'y a pas de sanction. C'est un choix personnel. On parle beaucoup de la France, justement, et de toi, ton action, mais on pourrait imaginer que c'est plutôt au niveau de l'Europe qu'il faut faire ça. En tout cas, tu vois, sur les plateformes et les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un peu au niveau européen qu'il faut dire si ce algo est bon ou pas, si il y a des sanctions à prendre ou pas. Comment est-ce que vous répartissez ça entre Bruxelles et les capitales qui composent l'Union européenne ? Alors déjà, c'est ce que je te disais, nous, on a la possibilité de mener des enquêtes avec les collègues européens sur ces sujets-là, que ce soit des enquêtes pénales. Donc ça peut être un dossier ouvert par la France, mais on va travailler avec, je sais pas, la Belgique, l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est vraiment pas forcément qu'un dossier français. Et puis après, moi, la réglementation européenne, c'est quelque chose de complètement différent. Okay. C'est pas du tout mon travail. Ça, c'est géré au niveau de la Commission européenne. Et c'est tout ce qui a trait au Digital Services Act. Et ça, c'est le DSA. Le DSA. Ça, c'est un truc dont tu te sers pas du tout, toi, dans tes enquêtes, le DSA ? Moi, je n'ai pas vocation à savoir si le DSA a été correctement appliqué ou pas. Est-ce que tu peux juste nous dire en une phrase ce que c'est le DSA pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ? Le DSA, c'est le texte réglementaire qui a été adopté par l'Europe et qui permet de réglementer les grandes plateformes. Mais c'est pas simplement c'est pas que les réseaux sociaux. Il suffit, c'est les grandes plateformes en général. Okay. Voilà. Et donc le fait que toi tu prennes, je ne sais pas si on peut dire prendre les devants, mais en tout cas que tu mènes des enquêtes sur des entreprises. C'est deux choses différentes. Ok, c'est pas parce que Bruxelles est trop lent ou c'est pas parce que ça avance pas assez vite. C'est deux choses différentes. Okay. C'est deux choses différentes. Moi, encore une fois, je regarde simplement si le texte de loi en matière pénale sont respectés ou pas. Le DSA, ça n'a rien à voir. C'est pas ma sphère de compétence. Jeanne, on arrive à la fin de cette interview. Tu nous as dit que tu avais 40 ans, que tu as commencé à 32 ans dans cette section. On a cité quelques noms qui font partie des personnes les plus puissantes, les plus riches et les plus intouchables du monde. Et pourtant, ta section et toi-même, vous n'hésitez pas à aller voir si ça se passe bien et s'il y a des choses à revoir. Toi, personnellement, structurellement, qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin de vie pour avoir cette telle soif de justice et ce tel courage aussi, parce qu'on pourrait imaginer pour, encore une fois, des moldus comme moi, où tu as l'impression, c'est peine perdue, tu vois. Non, mais moi, on est magistrat avant tout, hein, et la loi, elle s'applique de la même façon pour tout. Oui, mais justement, quand on remonte plus haut pour ta décision de devenir magistrat, c'est quoi ? C'est un film ? C'est une expérience personnelle ? C'est familial ? Ça a toujours été en toi comme ça, ce besoin de justice ? Bien sûr, je pense que l'injustice, j'ai jamais supporté l'injustice. Mais comme beaucoup de gens. Après, je me suis jamais dit toute ma vie, depuis que je suis jeune, je veux être magistrat. C'est pas simple de savoir ce que tu veux faire quand tu es jeune. Moi, j'ai même fait 10 jours de prépa, une semaine, 10 jours, je sais plus, de prépa HEC. Tu sais, D'accord.
Voilà. Et donc c'est pas depuis que tu as 8 ans où tu te dis, je vais être... D'accord. Non. Et je suis arrivée en prépa HEC, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie. J'ai fait prépa HEC. Voilà. Et donc je suis partie m'inscrire. Je suis partie m'inscrire en fac de droit. J'ai beaucoup aimé la prépa pour le coup. Oui. T'as beaucoup aimé ? J'ai beaucoup aimé, ouais. Non, mais c'est sûrement très bien. Moi, ça me correspondait pas. Et du coup, je suis partie m'inscrire en fac de droit. Et même là, je savais pas exactement, quand tu rentres en fac de droit, tu sais pas exactement ce que... Il y en a qui le savent très bien. Moi, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai passé le barreau, j'ai passé l'ENM, j'ai eu les deux et je suis partie à l'école de la magistrature. Après, j'ai eu la chance aussi de faire un stage à la Cour de cassation pendant mes études. Et la Cour de cassation, à l'époque, c'était au même endroit que le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de grande instance, ça s'appelait. Et donc, tu pouvais aller voir des procès. Enfin, et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant, que c'était un beau métier. C'est un beau métier de rendre la justice. Je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que il faut être faut croire à ce que tu fais. Mu par une certaine mission qui te transcende. Et j'ai pas l'impression que tout le monde peut avoir cette vocation, en fait. Un peu parfois comme chez les médecins ou d'autres métiers comme ça, où il faut une vraie vocation très forte. Et parfois, tu as souvent un élément un événement fondateur dans, je sais pas, ton enfance, ta jeunesse, dans ta famille. Non, non. Mais moi, je pense que c'est ça, j'ai jamais supporté l'injustice, mais de façon générale. Mais bon, c'est... Rien de personnel, en tout cas. Non. Okay. Non, j'ai pas été victime de quoi que ce soit. Et si c'est le mot revanche, il n'y a pas de revanche. C'est juste vraiment le sentiment de dire, moi, mon travail, c'est d'être magistrat, c'est d'appliquer la loi. La loi, elle doit s'appliquer de la même façon pour tout le monde. Point. Et même si c'est dur, il faut y aller. J'adore. Quand on s'attaque justement à des si grosses entreprises, si grosses plateformes, des personnes si puissantes, on le sait, tu as été... la cible de quelques tweets, tu es la cible, j'imagine, aussi de quelques cyberharcèlements. Comment est-ce qu'on gère le harcèlement quand on est magistrat ou magistrate ? Et aujourd'hui, qui est le paratonnerre de la justice française ? Alors, nous, déjà, on a la chance d'avoir une procureure à Paris qui est très engagée et très à l'écoute. Encore une femme. Bravo. On a vraiment, moi Laure Becchio, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Donc c'est Laure Becchio qui est la procureure de Paris. Qui est la procureure de Paris. Donc qui est ta supérieure. C'est la grande chef du parquet de Paris. D'accord. C'est quelqu'un vraiment avec de vraies qualités humaines et qui est très à l'écoute et très présente pour ses équipes. Donc ça, c'est une chance. C'est une chance. Donc avec ce soutien-là, de la part de ta hiérarchie, beaucoup plus facile Bien sûr. Quand tu peux aller voir ton chef, alors même si on est indépendant, je parle d'un point de vue statutaire, et discuter librement et d'avoir du soutien même quand ça tangue, c'est extraordinaire. Eh ben, on salue Laure Becchio, du coup. Combien de vice-procureurs sous elle, tu sais ou pas ? Non, faut pas me poser la question. Okay. Il y en a plus d'une centaine au parquet de Paris. Tu te vois encore longtemps, toi, dans la branche cybercriminelle, ou est-ce que tu auras envie de changer, tu penses, un jour ? Je sais pas. J'ai aussi envie de voir grandir plus mes filles. Donc, c'est un équilibre de vie à trouver. Justement, quand on est 6 magistrats, très bien épaulés, certes, mais 6 magistrats avec 2500 cas en cours, c'est quoi le volume horaire de Johanna Brousse ? Il n'y a pas de volume horaire. Tu vois, cette nuit, j'ai fait la permanence garde à vue pour tout Paris. C'est-à-dire ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu participes aussi au service général et que cette nuit, les policiers m'ont appelé pour toutes les gardes à vue de Paris, quand il y avait des problèmes, de savoir ce qu'il fallait faire. Et c'est pas du tout cybercriminalité, là. On est surtout service général. Ok. Et genre tous les vice-procureurs sont... Tout le monde tourne. Donc là, cette nuit, j'ai fait ça. Après, ce matin, j'étais à 9h au palais pour ma journée. Attends, mais c'est quoi ? Donc, ils veulent mettre en garde à vue quelqu'un, mais il faut qu'ils aient l'aval d'un procureur. Et donc, eux, ils t'appellent pour dire il a fait ça, c'est OK ? Ça, par exemple, pour faire quand ils veulent faire des perquisitions et qu'il faut surseoir à la vie famille, ils t'appellent parce qu'il y a quelqu'un qui doit partir à l'infirmerie psychiatrique et qu'il faut lever la garde à vue. T'appelles parce que y a des liens qui ont été faits avec d'autres dossiers, que tu as un autre service qui veut récupérer le mise en cause. Ils t'appellent, t'es la hotline juridique du parquet de Paris pendant la nuit. Voilà. Est-ce que tu dors apaisé ? Globalement. Après, je nage beaucoup, ça m'aide. Voilà. En effet, Johanna Brousse était à la natation juste avant de venir à ce podcast. Voilà. Non, okay. Mais il faut trouver un exutoire. Tu vois l'horreur tout le temps. Hein. Tu découvres des chambres de torture où les gens sont passés au hachoir. C'est ça ce que tu vois dans les dossiers. Dans les dossiers, tu vois aussi des réseaux de pédocriminels. C'est ça la justice. Donc, tout le monde a besoin d'un exutoire. Moi, je vais nager. Tu perds pas foi en l'humanité
quand tu es au contact de ça tous les jours? Non, il y a beaucoup de belles choses. Comme... T'arrêtes ce boulot, sinon t'es complètement... Mais j'entends. Mais c'est exactement la question que je te pose. C'est quoi les belles choses que tu vois, toi, dans ton métier? Je veux dire, à part quand tu traverses la rue et que les gens te sourient, c'est cool, mais dans ton métier, c'est quand même tout le... Non, dans mon métier, il y a des choses dures. Hein. Tout ce qui est horrible. Mais il y a des choses dures. Et il y a aussi des belles histoires. Il y a plein d'histoires où les gens se réinsèrent, construisent leur vie. Il y a plein de belles choses. Il faut garder la foi, continuer à se battre et regarder ce qui est beau. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens sachent et ne savent pas assez? Un souhait particulier? Intéressez-vous plus à la justice? Ayez confiance dans la justice. Je sais qu'on on parle toujours de la justice quand ça dysfonctionne, mais la plupart du temps, la justice, elle est là pour vous, pour tout le monde, et on se bat, vraiment, on se bat. Tout fonctionne pas toujours comme ça le devrait, mais on essaye vraiment de porter les choses. Et avec courage aussi quand il faut, et avec persévérance. En tout cas, on espère que tous les magistrats et magistrates ont le même sens de l'honneur, la même déontologie que toi. Merci beaucoup, Johanna, d'être venue sur notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, je te remercie encore une fois et je te souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir invitée. Salut, Johanna.